On m'a donc demandé de parler de la genèse, de mutation et trajectoire du multipartisme ivoirien de 90 à nos jours. Après 30 ans de vie politique monopartite, de centralisation du pouvoir et d'unanimisme autour d'un seul chef, comme cela avait cours dans les régimes fascistes et staliniens, l'année 1990 a vu le retour du multipartisme. Ce retour a été salué comme un événement majeur par le peuple ivoirien, comme une renaissance. L'année 1990 a apparu en effet comme celle des remises en cause et des recommencements. Certains observateurs de la vie politique ivoirienne y virent l'année de tous les espoirs, quand d'autres la qualifiaient comme celle qui a marqué les débuts des turbulences dans notre pays. Et pour cause. Cet événement, pour le moins inattendu, va bouleverser profondément le paysage politique du pays et permettra au peuple, dans tous ses compartiments, une bouffée d'oxygène avec la proclamation des libertés et des droits humains. Mais 36 ans après, quel bilan peut-on faire? Cette expérience politique retrouvée a profité au pays, a renforcé la démocratie tant recherchée, a-t-elle consolidé les fondations de la nation, a-t-elle assuré la paix et la cohésion nationale et sociale, a-t-elle permis de réaliser des bons qualitatifs en termes de développement économique? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions à travers la démarche à 3 volets suivants. La genèse du multipartisme, 1. 2. Les mutations dans la vie de la nation sous le régime du pluralisme politique. 3. Les grands traits du parcours du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc, premièrement, la genèse du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire comment on a fait pour obtenir le multipartisme. Il s'agit ici d'examiner les circonstances du retour du multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais avant, pourquoi parle-t-on de retour du multipartisme ou de nouveau multipartisme? En d'autres termes, a-t-il connu une de vie politique pluraliste avant 1990? Et comme là, l'on a pris l'habitude de coller la pratique démocratique au multipartisme, l'on se demande aussi si nos sociétés anciennes ont connu la démocratie. Pour répondre à ces questions, nous allons convoquer l'histoire et l'anthropologie politique. Mais avant, quelques définitions. Il faut qu'on s'entende sur les termes. Le multipartisme, on le sait, est le système politique dans lequel il existe plusieurs partis. C'est selon le de 2011. On dit aussi pluripartisme. Le parti politique se définit, lui, comme une association d'individus qui partagent des idées communes dans les sociétés lagunaires avec les classes d'âge, les sociétés lignagères des Kourous et des Mandés du Sud, les sociétés monarchiques Akan et Mandés du Nord. Cependant, lorsque l'on parle du retour du multipartisme en 1990, c'est en référence à l'expérience vécue à l'époque coloniale. En effet, au sens moderne du terme, notre pays a connu une première expérience de vie politique pluraliste sous la colonisation de 1946 à 1958. Pendant 12 ans, plusieurs partis engagés dans la course au pouvoir, notamment dans les compétitions pour occuper des postes parlementaires et pour diriger des communes, ont confronté des idées marquées par des idéologies et des projets de société ainsi que des programmes de campagne. À la différence des groupements des sociétés anciennes, les premiers véritables partis politiques ivoiriens verront le jour sous la colonisation dans le sillage des élections pour la constitution de la 4e République française. Ils sont tous des partis de type électoral et parlementaire. Jusqu'en 1948, ils sont 5. 3 filiales de partis français et 2 proprement ivoiriens. Il s'agit des partis suivants: la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, le MRP, le Mouvement républicain populaire, le RPF, le Rassemblement des peuples français.
des partis ivoiriens, RDA et le Parti progressiste de la Côte d'Ivoire. Pour contrer la popularité et la lutte anticolonialiste du PDC-RDA, le gouverneur Péchou, l'année suivante, suscitera et encouragera la création d'autres partis. On comptera alors une demi-douzaine de partis politiques. Mais lorsque le PDCI s'éloigne de la tutelle du Parti communiste, en octobre 50, prenant conscience des temps nouveaux qui s'annonçaient, dans lesquels de plus en plus la politique française laissait aux élus d'outre-mer la possibilité de participer au gouvernement, Houphouët, le 6 octobre 1951, lança un grand appel à l'union. Il lança cet appel parce qu'il s'était convaincu que son parti pouvait rapprocher les hommes de bonne volonté de son pays, quelle que soit leur idéologie politique, pour la réalisation en commun d'un programme de progrès économique et social dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Aussi, au cours de l'année 52, des partis politiques firent-ils taire leurs divergences pour partager la vision d'Houphouët et rallièrent le PDCI. Ce mouvement de ralliement se poursuivit lorsque Houphouët entra au gouvernement de Guy Mollet en 1956, sans que son parti eût besoin de modifier ni son organisation, ni son programme, ni même son sigle. Étienne Dioma, qui fut l'un des farouches opposants d'Houphouët, eut les mots les plus éloquents dans une déclaration publiée dans l'Abidjan Matin du 2 juin 1956 pour expliquer les motivations de ce ralliement. C'est pour répondre au sentiment de fraternité, au désir de paix, d'unité d'action, de coopération fructueuse du pays, si hautement exprimé par M. le ministre Houphouët-Boigny dans ses nombreux appels à l'union, que le bloc démocratique herbéen annonce sa dissolution. Tous ses adhérents sont membres intégrés du RDA. L'union ainsi réalisée, la plupart des leaders des partis politiques unifiés figureront sur la liste des 60 membres de l'Assemblée territoriale de la Côte d'Ivoire issus du scrutin du 31 mars 1957. Le PDC-RDA devient ainsi un parti dominant. Alors, question, pourquoi 33 ans après, 1957 en 90, le pays se retrouva comme forcé à renouer avec le multipartisme? Plusieurs causes expliquent cela. Ces causes sont à la fois internes et externes. En effet, dès 1959, avec le PDC-RDA devenu parti de gouvernement, s'impose progressivement comme le PDC-RDA s'impose progressivement comme un parti unique. Trois raisons expliquent le retour du multipartisme. La longévité du règne d'Houphouët, l'essoufflement de l'économie de rente et ses conséquences, les effets de la conjoncture internationale provoqués par ce qu'on a appelé le vent d'Est. 1. La longévité du règne d'Houphouët et la formation d'un pouvoir absolu. De 1959 en 1990, Houphouët est resté seul au pouvoir, d'abord en tant que Premier ministre, puis chef de l'État et chef du PDC-RDA. Pendant 30 ans, il va confisquer tous les pouvoirs pour rester le seul et unique maître à penser politique. Cette pérennité n'a pu être possible que grâce à des stratégies bien montées dont il était le seul artisan. En effet, très tôt, Houphouët a pris conscience d'affermir son pouvoir dans la durée. Déjà, en 1959, lorsque ses choix et orientations politiques ont été contestés par la jeunesse de son parti, la JRDACI, conduite par Dr Amadou Koné, il ne frémira pas à l'embrigader et à sévir contre ses dirigeants, car il y vit l'amorce d'un processus devant conduire à son élimination de la scène politique. Après la proclamation de l'indépendance, au mépris des dispositions de la Constitution du 3 novembre 1960, en son article 7, avec le ralliement de tous les partis politiques, le PDC-RDA est devenu parti unique de fait pour assurer sa pérennité et affermir le pouvoir de son chef dans la durée, n'acceptera pas l'ouverture à d'autres groupements politiques ni l'exercice de contre-pouvoir. Il établira un pouvoir sans partage, instaurera l'uniformisation de la pensée soutenue par des institutions républicaines vidées de leur contenu. Pour éviter l'émergence des cadres qui pourraient concurrencer Houphouët et lui disputer le pouvoir, on procéda à l'intérieur du parti à l'épuration des turbulents.
Les jeunes du parti ont été traqués. Des faux complots ont été organisés, les syndicats mis sous tutelle et la presse mise sur orbite pour chanter la gloire d'un seul chef. Toute contestation, toute ambition politique, toute velléité sécessionniste est sévèrement réprimée. Ainsi seront réprimés dans le sans-vie accusé de sécession et le guébier accusé d'avoir suivi un de ses fils, Krabé Nyagbe, qui a osé créer un parti politique, le PANA, en application de l'article 7 de la Constitution. Enfin, seront réprimés des jeunes officiers, les étudiants et les enseignants. L'on a entendu de la bouche du fouet cette terrible phrase. J'enterrerai tous ceux qui rêvent de prendre ma place comme ceux qui s'aviseront d'attenter à ma vie. C'est le fouet qui a dit ça. Ainsi, de 90, de 60 à 75, il soufflera sur le pays un vent de terreur. Le peuple va intérioriser cette terreur et pour ne pas avoir à la subir, il va se cloîtrer et s'interdire de juger la chose politique. On a entendu des formules hilarantes populaires qui traduisent l'état d'esprit d'un peuple assommé. Yeux voient, bouche parle pas. Pour vivre libre, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, symbolisé par des fresques de petits singes vendus à tous les coins de la rue. Pour vivre libre et heureux, vivons cachés, etc., etc. À partir de 1980, lorsque Fouet assurait désormais qu'il a établi un pouvoir absolu, avouera qu'il n'y a jamais eu de complot en Côte d'Ivoire, cela ne libérera pas pour autant la conscience populaire, bien qu'il fût inauguré ce qu'on a appelé la démocratie ivoirienne. Même si, comme l'a soutenu Jean-Noël Loukou, cette forme de démocratie a permis des élections compétitives à l'intérieur du parti unique, au niveau des législatives et des municipales, et de répondre aux urgences politiques, elle s'est révélée comme une vaste escroquerie politique et morale, car elle a distrait le peuple et l'a désorienté sur les vrais sujets du pays, notamment l'exercice des libertés fondamentales, la question de la succession du fouet et la tenance au pouvoir d'État. Aussi connaîtra-t-elle très vite ses limites. La démocratie ivoirienne va être handicapée par des querelles de leadership interne. Cette question de la succession du fouet a été qualifiée de serpent de mer ivoirien par Frédéric Gramel, dans la mesure où, posée depuis 1965, elle revient fréquemment dans les débats de la vie politique ivoirienne sans qu'on veuille lui apporter une réponse. L'on craignait alors l'ouverture du pays à une grave instabilité à cause des rivalités entre les prétendants à la succession. Mais le PDCRDA et son leader sauront calmer les ardeurs. Ce dernier, tout en gardant la main lourde sur l'État, étendra des mesures de séduction sous forme de prébendes et d'incitation financière, d'octroi de postes politiques, de promotion des jeunes dans les instances du parti et dans le gouvernement et de tentatives de conciliation à l'égard des syndicats. Ainsi, après 2 décennies, le parti unique, au bilan, au lieu de réaliser l'unité nationale et le développement qui étaient les raisons de sa fondation, va au contraire bloquer l'initiative privée. Résultat, seul à tout décider, le parti unique va s'essouffler et révéler des faiblesses et des tares. Pour lui injecter un sang nouveau, Oufoué, tout en demeurant chef incontesté, s'entourera de jeunes, mais cela ne fera qu'aggraver la situation politique et sociale, car ces jeunes qui vont sécréter des postures et des styles de vie et de gouvernance basés sur des antivaleurs, notamment le népotisme, l'arrogance, l'orgueil, la corruption, la perte du sens du bien commun. Cela va favoriser le clientélisme, le régionalisme, les divisions en coteries rivales. De manière générale, on se préoccupera plus de tailler une place dans l'histoire à Oufoué que de rechercher le bonheur des citoyens. Ainsi, on créera la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour polariser la pensée du président du PDCRDA. La presse écrite et audiovisuelle d'État, pour leur part, afficheront ou
claironneront chaque jour, depuis 1974, ce qu'on a appelé la pensée du jour d'Oufoué, présenté comme le seul sage d'Afrique ou un cerveau politique de premier ordre, pour avoir été à l'époque coloniale le seul Africain à siéger dans le gouvernement successif de la 4e République française. Plus tard, dans les écoles, au lieu de promouvoir l'amour de soi et le patriotisme, on instaurera le nanaïsme, idéologie et pratique inventée par le ministre Bala Keïta en vue de déifier Oufoué comme dans les partis politiques de culture asiatique. Il s'est agi pour ce ministre d'incruster dans les consciences populaires l'idée de chef incontesté et incontestable par le slogan à connotation fasciste de « un seul chef, un seul parti, une seule nation ». Dans un tel contexte, écrit Frédéric Gradmel, tous ceux qui refusaient de faire les bons apôtres étaient, sinon obligés, du moins convaincus de la nécessité de s'éloigner pour épargner leur jour. Tout cela provoquera des frustrations, des refoulements, des couleurs étouffées qui éclateront au grand jour en 90. De l'essoufflement de l'économie de rente et ses conséquences, deuxième raison. Né sur le modèle des partis de masse d'inspiration marxiste, le PDCI-RDA va au lendemain de l'indépendance embrasser le libéralisme comme doctrine et bâtir une société capitaliste. Il s'emploiera à former une classe bourgeoise avec les familles de l'aristocratie foncière, fondatrice du syndicat agricole africain et celle fondatrice du parti. Pendant les 20 années qui ont suivi la proclamation de l'indépendance, la production n'a pas pu se débarrasser de son manteau colonial. L'économie est restée de cueillette et sera marquée par sa dépendance à l'extérieur. L'État et le secteur public vont jouer un rôle central dans les politiques économiques. Tandis que cette économie était tirée par les cultures de rente, notamment le café, le cacao, le bois et dans une certaine mesure le coton, la banane et l'ananas, les industries sont restées des substitutions et vont connaître très tôt un blocage. Il est vrai qu'on a pu noter un boom économique durant ce qu'on a appelé les 20 glorieuses de 1960 et 1980, durant lesquelles le taux de croissance était supérieur à 7%, mais la production étant trop dépendante de l'extérieur, le pays ne tarda pas, dès 1981, à subir une crise ruineuse provoquée par la chute des coûts des matières premières. Cette crise va s'aggraver avec les réalisations pharaoniques, les chocs de la dévaluation et surtout des innombrables scandales économiques avec les détournements financiers massifs. Cette crise, qui va durer jusqu'en 1990, va mettre en situation d'incapacité le pays à rembourser sa dette aussi bien intérieure qu'extérieure. Le pays alors sera confronté à une agitation sociale à partir de 1982. Les institutions de Bretton Woods proposeront alors des solutions de réajustement afin de relancer l'économie. Ce sera les fameux programmes d'ajustement structurel imposés au pays. Ces passes serviront en réalité à perpétuer le système d'exploitation des pays débiteurs. Pour les appliquer, des mesures d'austérité sont prises. Celles-ci provoqueront et alimenteront des crises sociales, car ces mesures ne sont pas du goût des milieux des intellectuels qui vont en profiter pour dénoncer l'opacité de la gestion économique sous régime du parti unique et pour faire des revendications démocratiques. Troisième élément, les effets de la conjoncture internationale provoqués par le vent d'Est. Ces crises sociales ont été favorisées et entretenues par le vent d'Est, lui-même favorisé par les crises pétrolières. Ce vent a effondré sans effusion de sang les régimes totalitaires d'Europe. Il a occasionné la révolution de velours en Tchécoslovaquie, a mis fin au régime communiste de Pologne et favorisé l'avènement au pouvoir de Lech Walesa, la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Ces événements extérieurs vont avoir un impact à l'échelle mondiale sur les partis uniques qui seront de plus en plus décriés. Les attaques contre ces partis s'amplifieront avec la glasnost et la perestroïka de Gorbatchev qui entraîneront l'effondrement du bloc communiste. Ces dénonciations seront encouragées dans l'espace france-africain par la conférence française de la Baule sous François Mitterrand, pour qui le développement suppose un minimum de démocratie,
Et la démocratie suppose un minimum de développement. En Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise appréciation de la conjoncture internationale et la mauvaise gestion de la crise économique qui sonneront les glaces du parti unique et précipiteront la chute du PDCI et feront le lit à un nouveau multipartisme. Alors, les mutations dans la vie de la nation sous le régime du pluralisme politique. Les acteurs du retour du multipartisme sont connus. Il y a d'abord ceux que je qualifie d'ancêtres dans la bataille du renouveau démocratique, à savoir Paul Pépé, Krabé Nyabé et Maître Camille Adam. Camille Assi Adam, qui très tôt ont tenté de braver le mur de l'unamisme. Puis il y a eu le rôle éminemment important des syndicats d'enseignants, le SINESI, le SINARES, le SINEPSI, ceux du secteur de la santé, du SINACASI et des syndicats des sages-femmes, des infirmiers et infirmières, ceux des agents du Trésor et des banques, etc. Tous ces syndicats ont refusé de s'allier à l'UGTCI, syndicat affilié au PDCI, pour jouir de la liberté syndicale. Pour la plupart, nés en 69-70, ces syndicats, à partir de 80, apparaîtront comme des plateformes de revendication corporatiste, certes, mais davantage comme des tribunes pour donner leur opinion sur la marche du pays. Hors des syndicats, certains enseignants, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur, ont cherché à briser l'unamisme en prenant prétexte de leurs cours dans les classes et les amphithéâtres. À partir de 1967, l'université d'Abidjan était devenue le temple de la contestation estudiantine contre l'unanimisme. Ces contestations seront plus vives à partir de 1982, lorsque les enseignants ouvertement s'attaqueront au système du parti unique. Certains noms retiendront l'attention. On peut citer l'immense anthropologue Aris Memel Foté, l'éminent philosophe Nyamke Kofi, le pape du droit Francis Vaudier Vanga, le célébrissime homme des lettres Bernard Zadi Zaourou, l'économiste avisé Joseph Oupo, les historiens Semi Bizan et surtout le truculent Laurent Gbagbo. Au nom des franchises universitaires consacrées et protégées, ces universitaires, par des enseignements orientés, des conférences contradictoires et par des formations politiques clandestines, ont aiguisé la conscience politique et idéologique de leurs étudiants. Parmi ces enseignants, certains qui s'interrogeaient depuis longtemps sur comment faire avancer la lutte révolutionnaire dans un pays où le réseau est complètement bouché par Oufo-Boigny, qui auront en 1969 des sectes politiques clandestins, notamment ce qu'on a appelé la cellule fondamentale des Zadi Zaourou, pour former les étudiants et la contestation révolutionnaire. Les églises catholiques et protestantes ont pour leur part, à travers la GEC et la SEPSI, semé chez les jeunes et étudiants la graine de la révolte par la prise de conscience des faits sociaux, à stigmatiser les injustices et à agir. Des noms célèbres marqueront l'histoire de la contestation scolaire et universitaire, notamment celui de Simone et Yves Gbagbo ici présents. C'est véritablement à partir de 1982 que naîtra l'idée de créer un parti autre que le PDCI. Cette idée est lancée selon le témoignage de Sangaré par Simone et Yves Gbagbo. Ce sera le FPI qui naîtra à Cocody dans la tour Golem, appartement numéro 42 de Pascal Kokora. Puis, contraint à l'exil et réfugié en France, Laurent Gbagbo travaillera à consolider le nouveau parti et à organiser et rédiger son manifeste ainsi que son programme de gouvernement. Laurent Gbagbo séjournera en France jusqu'en 1988. À la faveur donc de la crise, Laurent Gbagbo décida d'opérer la rupture. Il publia plusieurs ouvrages critiques de la gestion du PDCI assortis d'offres politiques différentes et nouvelles. Ces ouvrages poursuivaient un seul but, déconstruire le PDCI et son leader, donné dans l'opinion comme immortel. Gbagbo ne sera d'ailleurs pas le seul dans cette opération de déconstruction. Avant lui, il y eut Jacques Bolin, Marcel Amondi, Pascal Kofi Teya. Gbagbo publie Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire, qui est un condensé de son rêve et de celui de ses camarades d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec des hommes nouveaux, une Côte d'Ivoire de la vraie démocratie et du respect des droits et des libertés. Tous ces écrits ont-ils eu un impact dans la conscience ivoirienne? On peut répondre
par l'affirmative. Car lorsque Laurent Gbagbo rentre de son exil en 88, non seulement la réputation d'opposant Houphouët le précéda, mais tout le monde l'attendait comme le remplaçant d'Houphouët désigné par le destin. Sa rencontre avec Houphouët, diffusée en direct par la télévision ivoirienne, fut un succès politique pour lui. Il propulsa Laurent Gbagbo au devant de la scène politique. Crédité désormais des titres d'opposant historique d'Houphouët, il ne tarda pas à créer avec ses amis officiellement son parti, le FPI, dans une plantation de palmiers à huile à Dabo. À sa suite, d'autres partis s'animeront, comme par exemple le Parti ouvrier révolutionnaire, que vous ne connaissez pas. Le pays aussitôt fut rempli de tracts qui gagneront rapidement la sympathie des Ivoiriens affamés de renouveau. En 1989, l'aggravation de la crise économique pousse le pouvoir PDCI à annoncer un plan d'austérité. Ce plan prévoyait la mise sous paillasson des sociétés d'État, ce qui entraînera des réductions des salaires du secteur privé, la suppression des baux administratifs, la limitation des attributions des bourses, la hausse des prix et surtout le blocage et la réduction des salaires des fonctionnaires. Le SINARES, dirigé alors par le vieil Marcel Été, rejeta avec véhémence ces mesures et au cours des journées du dialogue du 21 au 25 septembre 1989, mit le pied dans le plat. Après avoir dénoncé l'état du parti unique, il demanda donc que tous ceux qui sont milliardaires dans le pays et qui ont leurs fonds cachés en Suisse fassent rentrer tout ce qu'ils avaient volé au peuple ivoirien. Pendant ce temps, les étudiants battaient régulièrement le pavé contre le gouvernement à cause de nombreuses coupures d'eau et de la cité en février 1990 dans la cité universitaire de Yopougon. Leur débrayage fut sévèrement réprimé. Plusieurs étudiants arrêtés. À l'appel des tracts anonymes qui animaient désormais les l'échiquier politique ivoirien, appelant à manifester contre le régime démocratique du Houphouët, des milliers de mécontents des mesures drastiques annoncées contre le pouvoir d'achat des Ivoiriens, mêlés de nombreux écoliers et élèves des lycées et collèges, descendus le 2 mars 1990 dans la rue d'Abidjan, scandant Houphouët voleur, Houphouët voleur, et réclamant sa démission. Ce fut cette manifestation populaire, la première dans le pays, depuis l'indépendance, résultat de la longue préparation souterraine des officines politiques qui encouragea celle-ci à se rendre plus audible. Mais Houphouët résista. Il s'entêta à reconduire son projet de réduction. La contestation des étudiants gagna alors les élèves et des lycées du collège. Dans cette manifestation, on va noter à Azopé, le 6 avril, on va apprendre la mort d'un élève de 3e abattu froidement par les forces de l'ordre lors d'une manifestation des élèves de l'internat qui réagissaient contre l'économe du lycée qui leur avait donné à manger de la viande faisandée. Suite à cet assassinat de cet élève du nom de Douai Akpeya Domain, Azopé présenta un tableau apocalyptique. Houphouët vit-il dans les événements d'Azopé l'amorce de la fin de son règne? On peut le penser. Car au lendemain de ces tragiques événements, après avoir à nouveau ordonné la fermeture de l'université des écoles, il fit courir le bruit de son départ du pouvoir. Gbagbo, qui savait lire les signes du temps, sans tergiverser, avait le 3 avril déjà courageusement déposé au ministère de l'Intérieur les statuts et règlements intérieurs de son parti, dont le congrès constitutif, on le se rappelle, avait eu lieu à Dabo. Il sera imité dès le 19 avril par Francis Vaudier-Vanga pour le PIT. De leur côté, les étudiants coalisaient toutes leurs organisations syndicales pour créer la FESI le 21 avril à la paroisse de la Sainte Famille de la Riviera. Dans cette ambiance, pour ne pas que le PDCI prenne l'eau de toutes parts, un groupe de militants, après avoir formé des militants PDCI, après avoir formé un courant dit des rénovateurs, demanda courageusement et sans faux fuyant à la direction du parti d'ouvrir le pays au multipartisme. Houphouët accéda à leur demande et au cours d'un conseil national convoqué expressément, reconnut à nouveau le multipartisme le 30 avril 1990. Puis, un acte solennel pris en conseil des ministres le 3 mai suivant consacra cet événement.
C'est fini. Alors, quels sont les grands traits du parcours du multipartisme depuis 1990? C'est sur ça que je termine. Il faut le dire tout net. En 1990, le rétablissement du multipartisme n'a pas été du goût de tout le monde. Le PDC, s'accoubutant sur ses privilèges, a eu du mal à s'adapter au nouveau contexte. Il fera face à des adversaires déterminés. On aura deux groupes opposés, les conservateurs et les progressistes. Dans cette opposition, le PDC, de parti dominant, va progressivement s'effriter et une nouvelle cartographie de bastions va voir le jour et va se dessiner. Cependant, ceux qui lui ont ravi la suprématie n'arriveront pas non plus à le faire oublier complètement parce que leur gouvernance ne se distinguera pas de ce à quoi le vieux parti nous avait déjà habitués. Surtout depuis 2011, malgré le multipartisme, la vraie démocratie qui en découle, c'est-à-dire le régime politique où la souveraineté pleine et entière appartient au peuple, n'arrive pas à s'imposer dans les mœurs. On a plutôt affaire à une démocratie de domination, une démocratie de domination, selon une expression que j'emprunte à Charles Blé Goudé. La gouvernance sous le ciel du multipartisme est toujours ombrageuse, liberticide, personnalisée et monarchisante. Il existe de nombreux pesanteurs sur la vie politique qui handicapent la marche vers la vraie démocratie. En 36 ans, la Côte d'Ivoire a connu 4 chefs d'État contre un seul président pendant 30 ans. Cela est un exploit qui traduit bien ce que le multipartisme a apporté au pays. Mais l'accession au pouvoir de ces 4 chefs d'État ne s'est toujours pas faite sur des bases démocratiques. L'accession au pouvoir s'est faite pour certains par les urnes, pour d'autres par la violence. Henri Konan Bédié par les urnes en 1995 après la mort d'Houphouët-Boigny en 1993. Robert Guéhi par coup d'État militaire en 1999. Laurent Gbagbo par les urnes en 2000. Alassane Ouattara par la guerre en 2011, puis s'est maintenu par les urnes. Aujourd'hui, dans la vie politique, depuis 2011, tout se passe comme si on veut faire subir au peuple de Côte d'Ivoire qui a accepté de rentrer dans le jeu démocratique, de regretter justement le passé. Ce qui se passe sous nos yeux, il y a une sorte de poussée contre-révolutionnaire, contre-révolution de ce que les révolutionnaires ont fait jusqu'en 1990. Dès la reconnaissance des partis, pour conquérir et contrôler l'espace politique, les nouveaux partis, surtout ceux de la gauche démocratique et les organisations de la société civile qui leur sont proches, ont organisé plusieurs manifestations. Toutes ces manifestations seront brimées. À l'issue des présidentielles qui ont opposé Houphouët-Boigny à Gbagbo, bien que Houphouët-Boigny soit proclamé vainqueur, le ministre de l'Intérieur ne tardera pas, après la proclamation des résultats, à faire une tirade contre le président Laurent Gbagbo. Les agressions les plus vives et les plus manifestes proviendront d'Alassane Ouattara. Ce dernier, déjà Premier ministre, agacé par les marches répétitives organisées par le pays, cherchera à éliminer de la scène politique le FPI. Profitant donc d'une marche organisée par l'opposition le 18 février 1992 pour demander la libération des étudiants et la punition des militaires qui avaient violé l'espace des cités universitaires de Yopougon, il fit arrêter Laurent Gbagbo et sa troupe accusée d'avoir provoqué des incendies dans la capitale et organisé des classes. Gbagbo a échappé de peu à la mort ce jour-là. On notera ce coup contre Gbagbo. On notera que ce coup contre Gbagbo sera soutenu par Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, qui se déplaça à la primature pour saluer Alassane Ouattara. Puis, lorsque cet homme devint le leader du RDR, je parle d'Alassane Ouattara, il chercha par tout moyen à déstabiliser le PDCI. Il le réussira par le coup d'État de Noël 1999 contre Bédié et le PDCI, qui verra les crises politiques à répétition que la Côte d'Ivoire va reconnaître jusqu'à nos jours. Ainsi, sur la route du pouvoir d'Alassane Ouattara, on verra des attaques qui vont secouer la scène politique nationale et ébranler la cohésion nationale. Juillet 2000, tentative de coup d'État contre le général Robert Guéhi. Octobre 2000, le pays découvre l'horreur du banco avec le charnier humain.
Janvier 2001, le coup manqué de la Mercedes noire. 19 septembre 2002, rébellion et début de la guerre civile. Octobre 2004, reprise de la guerre. Mars-avril 2011, guerre civile qui emporte le régime de Laurent Gbagbo. Depuis son retour, le multipartisme peine à s'épanouir. Les règles démocratiques sont périodiquement foulées aux pieds, aussi bien dans les sphères de l'État qu'à l'intérieur des partis politiques. Rien n'est mis en place pour éduquer et former les citoyens au fonctionnement du multipartisme et à la pratique de la démocratie. Tant que le peuple n'est pas formé, ce sera un leurre de croire que le multipartisme fonctionnera bien et sa pratique entrera dans les mœurs. Tout le monde clame et réclame la démocratie, mais la plupart des gens qui la claironnent ont des réflexes aux antipodes de la démocratie. Pour preuve, il suffit d'observer ce qui se passe dans les associations, les syndicats et même dans les partis politiques qui se disent fonctionner sur des bases démocratiques. Si à ces échelles, le plus souvent la tendance se déroule dans des batailles rangées, que peut-on attendre au sommet de l'État? Si des efforts sont faits pour favoriser le débat politique, la présidence est la chose gardée des chefs fondateurs des partis. Gare à celui qui voudra rivaliser avec eux dans une compétition électorale. C'est pourquoi le plus souvent, c'est à l'unanimité qu'on choisit le chef. Les réflexes pour vider de leur sens le fonctionnement du multipartisme sont nombreux. L'usage de la violence pour épouvanter le peuple dans la conquête et le maintien au pouvoir. L'usage de l'argent pour asservir le peuple et le rendre mendiant. Les mécanismes de bâillonnement du peuple par le vote, de la censure et de la pensée et de la presse. Le tribalisme dans le débat politique et l'accès aux hautes fonctions de l'État. Ce tribalisme a deux formes. Une ouverte, dont l'exemple est donné par ce que le RDA a appelé le rattrapage ethnique. L'autre, plus sournoise, plus subtile, baptisée de tribalisme scientifique, qui consiste à mettre au devant de la scène politique des hommes de paille d'une ethnie, autre que celle du chef, et de placer ses proches au poste clé et sensible de l'administration. La volonté de contrôler le système électoral et le tripatouillage des résultats électoraux. Tout se passe comme si les gens qui réclament le pouvoir revendiquent les pratiques démocratiques et ont une aversion de ces pratiques une fois parvenus au pouvoir. C'est comme un trancheur de tête qui a peur de voir circuler derrière lui quelqu'un qui détient une faucille ou un couteau. Pour conclure, que retenir de cet exposé? D'abord que ce travail nous a permis de jeter un regard rétrospectif sur la vie politique de notre pays de ces 36 années d'expérience de multipartisme. Ce regard nous a permis de déceler les pesanteurs sur le fonctionnement du multipartisme et de relever nos erreurs collectives, nos faiblesses qui altèrent le bien-être dans notre pays. Je vais parler du mal-être que chacun ressent sous forme de spleen, introverti, de la peur au quotidien, toutes choses qui gangrènent la créativité et le saut dans l'imaginaire pour proposer des voies nouvelles de construction de notre pays. Cependant, et c'est la seconde chose à retenir, notre objectif n'a pas été, pour paraphraser Seri Bailly, de renforcer les ressentiments qui entretiennent la fascination de la vengeance. Il s'est agi pour nous de rouvrir un nouveau chemin d'espérance au moment où l'horizon semble bloqué. Pour reprendre encore Seri Bailly, de notre point de vue, pour garantir le bon fonctionnement du multipartisme et son corollaire, la démocratie, il faut 1. Mettre en place un système d'éducation populaire à la pratique du multipartisme et à la démocratie, et cela depuis l'école dans le premier cycle, et créer des instituts à la recherche pour le renforcement de ce système politique dans les mentalités. 2. Encourager les médias à offrir des plans de formation politique. 3. Insister des débats parlementaires en direct à la télévision nationale. 4. Transformer les agoras et les grains en centres d'éducation de masse. 5. Éviter de corrompre le peuple, acheter sa conscience à coups d'argent. Il faut que la loi fixe les limites des moyens financiers lors des élections. Cela aidera le peuple à suivre des offres politiques et à choisir celle qui lui semblera répondre à ses attentes. Car se laisser manipuler par les puissances d'argent. Créer un observatoire de la démocratie. Je voudrais dire que j'ai tenté dans cet exposé de tenir le rôle de Zouzou. En Aïe, on dit Ebrekou.
le coq de pagode qui chante avant le coq des villages. Si nous ne nous accordons pas sur un minimum de consensus sur les questions pendantes et que d'autres crises surviennent, ne venez pas nous dire que Jésus ne vous a pas averti, que Iblekou ne vous a pas averti. Je vous remercie.